suis Ibrahim Khardan, professeur de français, secondaire qualifiant. Je travaille au lycée Ibrahim Adham. Je vais présenter une activité concernant l'étude de texte. Le public visé, c'est première année du baccalauréat. Aujourd'hui, nous allons réserver cette séance à l'activité de l'étude de texte. Nous avons choisi un passage extrait de l'œuvre de Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné, roman à thèse publié en 1829. Donc, mais avant de passer à notre étude analytique, il est préférable de mettre l'accent sur la partie préliminaire, c'est-à-dire sur l'approche externe de l'œuvre. Donc, on va commencer par le 19e siècle. Le 19e siècle, l'auteur Victor Hugo, l'œuvre Le dernier jour d'un condamné. Donc, ce sont des éléments que l'élève doit apprendre et reconnaître avant de passer, bien sûr, à l'étude de texte. Donc, le dernier jour d'un condamné, est une œuvre publiée en 1829. Donc, on peut parler maintenant de la relation entre Victor Hugo et son œuvre. Cette œuvre, Le dernier jour, n'est ni un journal intime, ni une confession, ni des mémoires, mais d'après l'éditeur de Hugo, il s'agit d'un roman sans modèle. Son modèle. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on aborde dans l'œuvre de Victor Hugo? On aborde une cause universelle, c'est la peine de mort. Victor Hugo dresse un réquisitoire contre cette peine qui n'est pas humaine. Comment? Victor Hugo appartient au mouvement romantique.
romantique. Dans ce mouvement, l'auteur parle de ses sentiments personnels. Donc, Hugo se met à la place de se condamner. De se condamner. Bien, c'est pourquoi il est contre la peine capitale. La peine capitale. Bien. On passe maintenant à l'étude de texte. Donc, le choix de ce texte n'est pas gratuit, mais il revêt une importance très particulière de l'œuvre. Donc le texte appartient au chapitre 2. Donc c'est un extrait du chapitre 2. Il commence de « Tout à coup, le président qui n'attendait que l'avocat m'invita à me lever, la troupe porta les armes, comme par un mouvement électrique, toute l'assemblée fut debout. Au même instant, une figure insignifiante et nulle, placée à une table au-dessus du tribunal, c'était, je pense, le greffier, prit la parole et lut le verdict que les jurys avaient prononcé en mon absence. Une sueur froide sortait de tous mes membres. Je m'appuyais au mur pour ne pas tomber. « Avocat, avez-vous quelque chose à dire sur l'application de la peine ?» demanda le président. « J'aurais eu, moi, tout à dire, mais rien ne me vint. Ma langue resta collée à mon palais. » Le défenseur se leva. Je compris qu'il cherchait à atténuer la déclaration du jury et à mettre dessous au lieu de la peine qu'il provoquait l'autre peine, celle que j'avais été si blessé de lui voir espérer. Il fallut que l'indignation fût bien forte pour se faire jour à travers les mille émotions qui se disputaient en ma pensée. Je voulus répéter à haute voix ce que je lui avais déjà dit, plutôt 100 fois la mort. Mais l'haleine me manqua et je ne pus que l'arrêter rudement par les bras en criant avec une force convulsive. « Non !» Le procureur général combattait l'avocat et je l'écoutais avec une satisfaction stupide, mais les juges sortirent, puis ils rentrèrent et le président me lut mon arrêt. « Condamné à mort, dit la foule, et tandis qu'on m'emmenait, tout ce peuple se ruait sur mes pas avec le fracas d'un édifice qui se démolit. Moi, je marchais ivre et stupéfait. Une révolution vient de se faire en moi jusqu'à l'arrêt de mort. Je m'étais senti respirer, palpiter, vivre dans le même milieu que les autres hommes. Maintenant, je distinguais clairement comme une clôture entre le monde et moi. Rien ne m'apparaissait plus sous le même aspect qu'auparavant. Ces larges fenêtres lumineuses, ce beau soleil, ce ciel pur, cette jolie fleur, tout cela était blanc et pâle, de la couleur d'un linceul. Ces hommes, ces femmes, ces enfants qui se pressaient sur mon passage, je leur trouvais des airs de fantômes. Bien, on passe maintenant à notre étude analytique, mais avant de passer à notre étude analytique, il est préférable, ou bien il vaut mieux, de situer le passage, c'est-à-dire de parler des événements qui précèdent le texte. Donc, la situation, c'est que le prisonnier, ou bien le narrateur, est détenu depuis 5 semaines à Bicêtre. Le prisonnier, c'est-à-dire qui est remplacé par le jeu, la première personne du singulier, effectue un retour en arrière dans sa narration. Il revient sur les 3 jours qu'a duré son procès. Il raconte ici, dans ce texte bien sûr, l'instant de verdict. Bien, on passe après à l'identification de texte. Donc, le texte appartient à un roman à thèse. Il est du type
narratif. Les verbes sont conjugués, bien sûr, au passé simple. Donc le texte est marqué aussi par des actions brèves et successives. Sans oublier, bien sûr, on l'a déjà mentionné, donc la date de la publication de l'œuvre de Victor Hugo, 1829. Donc, après on passe aux hypothèses de lecture. Donc, les hypothèses de lecture, ce sont un ensemble de questions qui se rapportent au texte. Donc, il peut y avoir beaucoup de questions. Donc, nous avons choisi ici quelques questions. Comment le narrateur accueille-t-il le verdict? Comment se sent-il vis-à-vis du monde et la foule? Condamné à mort est une expression. Quelle connotation cette expression peut-elle avoir? Donc, on peut répondre à ces questions succinctement. Le narrateur accueille le verdict dans une situation de choc. Pour lui, le monde et la foule le dérangent. Pourquoi? Parce qu'ils ne le reconnaissent pas. L'expression condamné à mort a plusieurs connotations, c'est-à-dire la fin de la vie, l'injustice, le malheur des pauvres est une cause universelle qu'on doit normalement, ou bien à laquelle on doit faire face. Donc, c'est la même conception de Victor Hugo. On passe maintenant aux axes de lecture. Avant de préciser les axes, il est préférable de donner un petit résumé sur l'importance des axes et l'intérêt du passage. Donc l'intérêt du passage réside moins dans le verdict lui-même que dans la façon dont le narrateur l'accueille. Hugo joue à ce moment sur le décalage existant entre le personnage et le lecteur. Le retour en arrière du récit place en effet le personnage dans la situation où il apprend la sentence qui le frappe. Le lecteur, quant à lui, en est déjà informé par le titre du livre et par le premier chapitre. C'est-à-dire, la situation du narrateur qui est choqué, pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas attendu à ce jugement. Par contre, le lecteur a déjà une idée sur l'œuvre et ce que l'on mentionne, c'est le titre. Sans oublier, bien sûr, l'expression condamné à mort qu'on trouve dans le premier chapitre. Le premier axe, la tension dramatique du récit. Comment peut-on, par exemple, comprendre qu'il s'agit d'un drame ou bien d'une situation dramatique dans le texte? C'est-à-dire, on va travailler sur l'état d'âme du personnage qui est le condamné. Donc, le narrateur ne dit pas immédiatement à quelle peine il vient d'être condamné. C'est le cri de la foule qui l'annoncera. Cette annonce accentue la stupéfaction de l'accusé. Cette stupéfaction s'explique par sa réaction involontaire. Donc, comme citation, il y a ici « Mais l'haleine m'en manqua et je ne pus que l'arrêter rudement par le bras, en criant avec une force convulsive « Non !» Donc la situation du narrateur prend ici une autre dimension. Par ignorance, c'est-à-dire le narrateur ici, ignore la gravité de ce jugement. De ce qui attend, il croit que le bagne est plus terrible que l'échafaud, plutôt 100 fois la mort. Donc ici, le narrateur n'est pas conscient de ce qu'il attend. Donc il croit qu'il est préférable pour lui la peine de mort au lieu du bagne. Bien. Le narrateur aussi comprend ce qui vient de lui arriver quand il quitte le palais de justice pour être conduit à Bicêtre. Une révolution venait de se faire en moi. Donc ici c'est une citation pour justifier donc la compréhension du narrateur après le jugement. L'emploi du mot révolution a pour but de marquer un changement radical. Donc, le narrateur représente l'image des misérables de la société qui sont victimes de l'injustice de la justice. Pourquoi l'injustice de la justice? Parce que parfois,
Il y a de faux jugements, c'est-à-dire on arrive par exemple parfois à bien juger des personnes qui peuvent être innocentes. Pour cette raison, Hugo a dressé un réquisitoire contre la peine capitale dans son récit. Donc on passe maintenant au deuxième axe. Un homme condamné, étranger au monde des vivants. Donc, la confirmation de la sentence par le président introduit une rupture radicale. Il y a désormais un avant et un après. C'est-à-dire ici, le narrateur emploie des adverbes de temps et des compléments circonstanciels qu'il exprime, c'est-à-dire qu'il exprime cette rupture. On trouve ici, par exemple, jusqu'à l'arrêt de mort s'oppose à maintenant. Rien ne m'apparaissait plus contraste avec auparavant. Pourquoi ici? Pourquoi? Parce que le narrateur à un certain temps vivait tranquille, vivait de la tranquillité et le calme. Mais maintenant, quand il est devant le président, c'est-à-dire il est au tribunal, il commence à comprendre que la situation actuelle n'est pas comme la situation passée. Donc, il y a aussi la rupture également mentale et spatiale. Le narrateur est parfois ici et ailleurs. Ici, parce qu'il est au milieu de la foule, qu'il observe comme une bête curieuse, comme un criminel. Ailleurs, parce que le verdict vient d'élever une clôture entre le monde et lui. Donc le narrateur n'appartient déjà plus au monde ordinaire des vivants. Étant mal vu par la foule et condamné par le président, le narrateur se sent un profond effondrement intérieur. Cet effondrement s'explique par la comparaison avec un édifice qui se démolit. Donc ici, il y a une portée sémantique très considérable. Donc quand on parle de l'état d'âme du personnage, c'est-à-dire du prisonnier. Cet effondrement s'explique par la comparaison avec un édifice qui se démolit. C'est ainsi que le narrateur commence à se faire du monde autour de lui une autre vision. Tout cela était blanc et pâle de la couleur d'un linceul. La mort après l'aspect blafard de la mort. Donc ici, c'est-à-dire l'état mauvais du narrateur atteint son paroxysme. Elle commence à se sentir loin de la société, donc loin de l'humanisme des autres. Donc, nous avons ici une expression qui montre que le narrateur se rend compte de l'absence de l'autre, de l'absence de la foule qui est contre lui. Bien, ces hommes, ces femmes, ces enfants qui se pressaient sur mon passage, je leur trouvais des airs fantômes. Cette formule est digne d'intérêt parce qu'elle est inattendue. Les fantômes évoluent en principe dans l'au-delà. Ce sont des morts. Ici, ce sont des vivants qui deviennent des fantômes. Il y a inversion de situation. Ce qui est en train de mourir aux yeux du condamné, c'est le monde des vivants qui s'éloigne de lui à une telle vitesse qu'il lui paraît déjà irréel. Donc ici, Victor Hugo critique même l'absence de la foule, c'est-à-dire l'absence de l'autre de la société. C'est-à-dire pour lui, il se met à la place du condamné, étant donné qu'il est un auteur romantique, donc ils se sont mal à l'aise face à la cruauté et à la sévérité de l'autre, de la société, qui ne prend pas soin des autres, qui ne se défendent pas contre l'injustice, qui ne se défendent pas contre le malheur, qui ne se sentent pas malheureux comme les autres, etc. Donc, en ce qui concerne la synthèse, donc, il reste bien sûr chaque fois aux élèves de penser à une synthèse. Donc, ils vont tout simplement mettre l'accent sur l'essentiel donc, du passage. Donc, ici, on peut parler tout simplement
de l'intérêt du passage. Pourquoi? Parce que Victor Hugo a tenté de parler d'une petite communauté où il y a le président, il y a le condamné, il y a l'avocat, il y a les juges, il y a même la foule, c'est-à-dire l'autre, c'est-à-dire le monde extérieur. Donc, ici, cette petite communauté a pour objectif de se collaborer pour trouver une solution à la peine de mort, à la peine capitale qui dérange l'humanité. Donc, c'est l'activité d'aujourd'hui. Donc, j'aimerais bien que vous fassiez d'autres lectures chez vous. Je vous invite aussi à travailler sur d'autres textes, à travailler la leçon de langue, l'activité orale, pour aboutir à l'activité de la production écrite. Et merci beaucoup.